You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez fait assez de mal comme ça autour de vous. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Ravi de vous retrouver pour Clapement 5, votre nouveau podcast cinéma tous les lundis, mercredis et vendredis. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau divertissement. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir comme invité Lou Howard, jeune comédienne qui étend son talent au doublage et à sa chaîne YouTube. Merci d'avoir accepté notre invitation, Lou. Merci à vous. Et tu es en forme? En pleine forme, à part un petit rhume d'automne. Un petit rhume, mais ça va passer, on a confiance. Je vais te présenter les chroniqueurs qui t'entourent aujourd'hui. Tout d'abord, nous sommes en compagnie de celle qui a proposé que Clapement 5 s'appelle Podcaston Ciné. Pour sa défense, son talent pour trouver des titres est inverse à ses talents de productrice, c'est Elsa Morel. Ouais, je le trouvais pas mal ce titre. Nous retrouvons aussi celui qui trouve que le Joker est un personnage très sympathique. Autant vous dire que nous sommes sur nos gardes et on se demande ce qu'il est en train de faire avec ce couteau. C'est Sébastien Fanet. Bonjour à tous. Et pour terminer, est avec nous la comédienne dont l'accent anglais ferait frémir la reine d'Angleterre en personne, Paula Fraison. Oui, bonjour. Avec un bel accent anglais, c'est très impressionnant. Bonjour. Et ben voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va s'intéresser à toi, Lou, à ta carrière, à ton début de carrière. T'as quel âge pour nos auditeurs, pour situer? J'ai 22 ans. 22 ans, et en 22 ans, tu as fait tout ce dont on va parler, donc ce qui est déjà assez impressionnant. Et on va commencer par parler doublage. Donc tu es comédienne et tu fais du doublage. Tout à fait. Première question, alors simpliste, comment t'es venue la volonté de devenir comédienne et de faire du doublage? Alors, de devenir comédienne, ça remonte à quand j'étais vraiment petite, quand j'avais, je pense, 4 ou 5 ans. Ma grand-mère est professeure de danse et elle a fondé son centre de danse à Belfort. S'il y a des Belfortins qui nous écoutent, on vous embrasse. Oui. Je crois qu'on en a une juste à côté. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Génial. On vient de se checker, vous avez pas vu parce que c'est audio. Et donc... voilà, ma grand-mère a ce centre de danse et en fait tous les ans elle faisait, parce qu'elle le fait plus depuis 2 ans je crois maintenant, elle faisait un gala où en fait les danseuses étaient invitées à faire plein de ballets, voilà, qu'elles avaient travaillé tout le long de l'année, tout ça. Et en fait ma mère présentait toujours le spectacle, et elle faisait des petits sketchs et tout. Et au bout d'un moment elle s'est dit mais ce serait trop marrant de faire un truc avec ma fille quoi. Enfin, elle m'a demandé, elle m'a dit t'aimerais bien faire un truc sur scène et tout. J'ai fait ouais grave, enfin, j'avais une petite voix et tout. Et du coup elle m'écrivait des sketchs et j'ai commencé comme ça et on faisait des sketchs tous les ans sur scène devant, je sais pas, il y avait 1000 personnes, enfin c'était vraiment, il y avait beaucoup de monde. Avant de faire du théâtre du coup? T'as direct commencé là-dessus? Ouais, j'ai commencé sur scène comme ça avec ma mère en mode petit sketch et tout. Et puis après ma mère, qui faisait déjà du doublage depuis longtemps, avait une copine qui est directrice artistique et qui cherchait des voix d'enfants pour Frères des ours. Et elle m'a demandé... Le film de Disney. Le film de Disney, ouais. Ok, et du coup... Je t'ai interrompu, donc il n'y a aucun souci. Et donc elle m'a demandé, Lou, t'as envie de faire du doublage et tout? J'ai fait, je sais pas ce que c'est. Et elle m'a dit, c'est faire les voix des dessins animés et tout. J'ai fait, ah ouais, ok, super. Et donc elle m'a emmenée et puis voilà, j'avais genre 5 ou 6 ans à ce moment-là. Du coup, comment ça s'est passé cette première expérience? Eh ben en fait, je savais pas lire. Ce dont je me souviens, c'est que je savais pas très très bien lire encore. Et en plus, comme en doublage, on lit le texte sur une bande rythmo, c'est une bande qui défile et que tu dois lire en rythme sur une barre en fait. Et donc en fait, la directrice artistique me disait les phrases en avance, je devais les apprendre par cœur. Elle me touchait l'épaule pour me dire quand parler. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, ils font ça avec tous les enfants? Il y a beaucoup d'enfants d'ailleurs qui font du doublage. Et bah pour les longs métrages, dès qu'il y a des enfants, que ce soit pour du dessin animé ou du film en capture réelle, ils ont besoin en fait de vraies voix d'enfants. Parce que pour les séries, ça peut passer quand c'est un adulte qui imite une voix d'enfant. Les Simpsons par exemple, c'est des adultes qui doublent les enfants, non? Ouais. Oui, c'est ça. Et pour les longs métrages, c'est plus des enfants qui font les enfants. Ouais, parce qu'il y a un souci de réalisme et il y a une volonté d'être beaucoup plus proche de la VO, donc de prendre des vrais enfants. Et donc ça arrive assez souvent que des jeunes enfants fassent ça, et parfois des enfants qui savent pas lire, donc il faut se débrouiller avec ça, quoi. Et l'ingé son recale si c'est trop long, trop court. D'accord, c'est marrant. Et après, t'as continué avec Disney, plutôt Pixar, t'as fait la voix de la jeune Ellie dans Là-haut, c'est ça? Ouais.
et c'était du coup c'est un rôle un peu plus important. T'avais quel âge? Je suis qu'au début du film, hein. Je suis vraiment pas tout le film. Oui, un peu plus. Oui. Je parle pas tant que ça. Oui, c'est vrai qu'en fait, mais moi je m'en souviens, par exemple, je sais pas, les autres. Oui, c'est ça, on s'en souvient du personnage qui est en marquant. fait, ouais, le rôle est mémorable. Ouais, enfin, on s'en souvient, mais c'est un tout petit rôle. C'est-à-dire que je suis venue pour 1 heure, même pas. Ah oui, d'accord. Ça, Ouais. en fait, oui, elle parle vraiment très peu. Oui, j'avais l'impression. Elle parle que... peu, mais c'est parce qu'elle est tellement touchante en fait, et l'impact qu'elle a sur la vie du personnage de Monsieur Fredricksen est tellement fort qu'en fait tout le monde s'en souvient. Donc oui, c'est ça, tu es ce petit personnage débrouillard qui réveille un peu l'enfant déjà vieux, qui est... il s'appelle comment déjà? Monsieur Fredricksen. Fredricksen, c'est ça. Et donc, c'est une expérience qui t'a... Vu que ça n'a pas duré longtemps, ça t'a pas marqué particulièrement? Mais aussi, si, ça... par contre, si. C'était parce que c'était trop bien. C'était mon premier Pixar, je crois. J'en ai fait d'autres ou pas? Je sais plus. Non. Depuis, tu veux dire, ou avant? Depuis ou avant, non. Beaucoup de stress là, je sens que Non, je sais plus. Mais en fait, c'était la première fois que je faisais un long métrage d'animation. D'accord. Voilà, ça c'est assez exact. Et en fait, c'était en plus avec une directrice artistique qui est Barbara Tissier, que vous connaissez probablement. C'est la voix de Cameron Diaz, de Fiona dans Shrek, de Héroïne dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, voilà, c'est cette voix. On identifie, oui. Voilà, et c'était elle qui me dirigeait. Et c'est une super directrice artistique et j'ai passé un super moment, quoi. C'est qu'elle m'a vraiment emmenée dans la folie de ce personnage. Enfin, elle m'a trop bien fait bosser. Et j'étais trop contente du résultat. T'aimerais refaire des doublages donc, de Disney ou de Pixar ou j'en ai refait depuis. T'en as refait, t'as fait. Moi, c'est un Disney en capture réelle, mais j'ai fait Maléfique 1 et 2. Maléfique, oui, c'est ça, oui. Ouais. On y reviendra après du coup sur Al Fanning parce que tu as doublé plusieurs fois Al Fanning. Ouais. Et sinon, en dessin animé, c'est une expérience qui est différente entre doubler un dessin animé et doubler un long métrage en prise de vue réelle. Complètement, parce que après ça dépend des productions, mais disons que pour un dessin animé qui va être français, il n'y a pas de version originale, il n'y a pas de voix anglaise ou de voix d'une autre langue en fait, donc c'est ce qu'on appelle de la création de voix. Et dans de la création de voix, on est complètement libre. Déjà qu'en dessin animé, on est beaucoup plus libre. Parce qu'on peut être beaucoup plus farfelu, on peut être beaucoup plus excentrique que dans de la prise de vue réelle, parce qu'en prise de vue réelle, c'est des humains, il faut respecter un peu le labial, jeu. La labiale, il faut la respecter quoi qu'il arrive, même en dessin animé. C'est juste que là, on peut être beaucoup plus fou, et surtout quand c'est français. Parce qu'en plus, bon, c'est pas pour se la péter, mais les Français, on est quand même très bons en doublage de dessins animés. Et nos voix françaises ajoutent souvent quelque chose en plus, quoi. Enfin, voilà. Parce que les Américains, c'est très bon dans autre chose, mais... Oui, Paula. Mais moi, je suis contente que tu dises ça parce que je regarde beaucoup de films en VO et j'ai plus de mal à apprécier un film qui est redoublé après. Mais par contre, les dessins animés, je ne peux pas les regarder en VO. J'adore les voix françaises et je trouve qu'elles sont tellement... mais enfin, elles collent parfois presque mieux, je trouve, aux personnages que des voix originales en fait. Mais c'est parce que c'est très souvent le cas chez les gens. Les gens disent beaucoup ça. Les Américains donnent moins d'intonation dans le doublage de personnages de dessins animés ou c'est j'en sais rien parce que je ne connais pas. Je sais pas du tout dans quelles conditions ils doublent là-bas. Ce que j'imagine, c'est qu'ils doivent avoir moins l'habitude de le faire. Ouais. Alors que nous en France, c'est quand même une tradition. Je crois, c'est Dorothée Pousseau qui me l'a dit, que ce sont les Français qui ont inventé le doublage. À vérifier, voilà, à vérifier. Mais bon, vu que c'est Dorothée qui me l'a dit, quand même, on peut la croire. Moi, je la crois, perso. Il y a un dessin animé français qui est sorti récemment qui s'appelle Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Bretman et Léa Gobet-Mévelec et dont le travail du doublage a été particulièrement intéressant parce qu'en fait, elles ont choisi Zabou Bretman a dirigé les acteurs, a enregistré les acteurs avant de s'attaquer à la phase des dessins. Et c'est une expérience qui te plairait, ça, toi, de commencer déjà vraiment avec l'acteur. D'ailleurs, ça se passe où déjà? Ça se passe en Afghanistan, j'ai un doute. Kaboul. Oui, Kaboul. J'ai très peu de. Kaboul, c'est l'Afghanistan normalement. Oui, c'est ça. Je ne délire pas. Donc ça se passe en Afghanistan et du coup, par exemple, ils ont des tenues et elle a fait tourner les acteurs en tenue pour avoir les sons. Elle les a fait manger s'ils devaient manger, tout ça pour vraiment avoir une expérience qui commence par le travail de l'acteur pour ensuite s'incarner dans le dessin animé. C'est une expérience que tu aimerais vivre, ça? Que j'ai déjà faite. Ah, que tu as déjà faite. Voilà. Que j'ai déjà faite 2 fois. Je l'avais faite quand j'étais petite pour Aller raconte. C'était un dessin animé. J'avais fait la saison 1. J'ai pas fait les autres saisons. Et c'était avec Danny Boone qui jouait le papa. Et en fait, on n'avait pas d'image. En fait, les dessins, il les faisait après. Et là, il y a pas longtemps, j'ai bossé sur le court-métrage animé d'une réalisatrice qui s'appelle Julie.
J'ai oublié son nom de famille parce que. Plus elle s'appelle Julie, elle a pas de nom de famille. Mon cerveau a coupé. Julie, si tu nous écoutes, je t'embrasse. J'ai oublié ton nom. Tout va bien. Elle est super talentueuse et en fait, c'est un film. Du coup, elle a fait les storyboards et tout. Mais elle nous a fait enregistrer avant de faire les dessins définitifs. Ah oui, et j'étais avec une copine comédienne qui s'appelle Dorian Louisi, qui est super, que j'adore. Si elle nous écoute, pareil, je l'embrasse. On n'embrasse pas le genre. On embrasse tout le monde. Mais non, chaleureux. c'est super. Et on jouait un couple, on jouait deux filles amoureuses qui traversent un truc un peu difficile et tout. Et c'était cool. Et donc, comme expérience, quelle est la différence entre un film que tu enregistres à partir des images et un film que tu enregistres sans les images? C'est plus dur ou au contraire, c'est plus simple, ça laisse plus de liberté? Bah en fait ce que j'aime bien c'est que t'as pas à t'embêter avec la synchronicité et que tu te réappropries le texte comme tu veux. C'est comme la série audio. L'expérience que j'ai pu faire aussi ce mois-ci pour la première fois, c'était vraiment trop bien. Et c'est un peu le même principe. Sauf que quand même, contrairement à la série audio, là on a une réalisatrice qui sait quelles vont être les images et qui nous dit bon attention là, rappelle-toi qu'elle saute. Donc moi je vais lui faire un bond, donc il faut une impulsion comme ça parce qu'il faut qu'elle saute. Alors que dans la série audio on s'en fout. Enfin c'est juste de l'interprétation. On les fait pas sauter. Non, personne saute. Sébastien. Justement j'ai une question par rapport au doublage, parce que ça m'intéresse pas mal. Est-ce qu'il y a une mise en situation, une mise en condition dans une scène de doublage? Est-ce qu'on vous laisse la possibilité de mouvement ou ça reste quand même assez statique avec un micro où vous devez en être proche, ou alors on vous laisse faire des mouvements et s'il y a une scène d'action, vous avez la possibilité de jouer sur un périmètre de 2 mètres ou Alors, tu peux bouger tant que tu veux, tant que tu ne fais pas de bruit, Okay. tant que tu t'éloignes pas du micro comme ça, bonjour. Ouais, d'accord. Et tant que tu dépasses pas. Donc c'est enfin c'est trop compliqué. Genre ils nous disent bah tu te démerdes, là tu vois elle marche et bah donc du coup c'est trop drôle parce que t'as l'air d'un con, t'es comme ça. Oui alors je te disais et en fait tu marches comme ça et tu bouges ton corps pour avoir un effet. Et aussi t'es souvent obligé d'exagérer toutes tes mimiques faciales. Par exemple quand tu pleures. Enfin, quand t'as un personnage à l'image qui pleure, qui est un peu comme ça, qui a des petites larmes très légères, toi, à la barre, t'es comme ça et tu fais une tête hyper crispée parce qu'il faut que ça s'entende plus. Okay. Donc, Du coup, on va parler aussi des films d'horreur. T'as déjà participé à 3 films d'horreur et t'es en train d'en doubler un autre, un 4e. T'as fait Mirrors, I Wish et Ghostland, qui est excellent et qu'on va faire gagner d'ailleurs dans le blind test. vous avez de la chance, il est trop bien. C'est génial, Ghostland. À quoi ça ressemble une expérience de doublage de films d'horreur? C'est comme du doublage classique. Après, dans le film d'horreur, c'est beaucoup de la réaction. Il y a énormément de réactions. Il y a parfois assez peu de mots. Enfin, ça dépend après des productions. Pardon, je souffle dans le. Pas de soucis. Pardon pour vos petites oreilles. Ça dépend. Je sais que dans Ghostland, par exemple, il y a beaucoup de dialogues au début du film, notamment. En fait, c'est souvent ça pour tous les films d'horreur. Ça parle beaucoup au début. Oui. Et après, ça parle plus beaucoup. Parce que ça crie, parce que machin. Et après, dans les cris, il y a 2 possibilités. Soit les cris sont disponibles dans la version internationale, qui est la VI, qui est en fait la version que nous, en français, on peut réutiliser, qui sont le sound design, les sons extérieurs, la musique, etc. Avec les bruitages, Les bruitages, merci, j'avais pas le mot. Et en fait, les cris peuvent se retrouver dans cette version internationale, mais parfois pas. Donc il faut tout checker. Il faut regarder toutes les scènes et il faut voir si les cris sont dispo. Et s'ils sont pas dispo, il faut les faire. Et voilà, il faut le faire, quoi. Faut y aller. Et du coup, c'est compliqué de crier pour un personnage. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait exagérer souvent, par exemple, si tu dois pleurer. Là, pour le film d'horreur, c'est pareil, il faut exagérer un peu les intentions de jeu. Non, ça va, pas spécialement. Il faut vraiment se caler sur ce que fait l'acteur ou l'actrice. Et du coup, dans ces 3 films d'horreur-là, c'est lequel que tu as préféré faire? Ah, c'est Ghostland. C'était trop bien. Donc Ghostland, pour ceux qui connaissent pas, c'est le film de Pascal Laugier qui est sorti en janvier 2018 et qui a gagné des prix au Gérardmer. On dit Gérardmer, c'est ça? Gérardmer, oui. Ouais. C'est ça, qui est le festival du film fantastique. Tu veux dire quelque chose, Sébastien? Alors, je posais mon code, donc je levais pas la main, mais j'ai quand même une question. Ça tombe bien. Alors, les Américains, ils redoublent souvent tous les films, non, quasiment? Je sais pas. Tu sais pas ça? Non. Parce que... Ils font beaucoup de... Garde peu les voix originales. J'ai perdu le nom de post-synchro. De post-synchro, ouais. Pour redoubler. Oui, c'est vrai que souvent sur les tournages, en fait, c'est plus une voix témoin qui vont redoubler en post-synchro. Parce que du coup, c'est vrai que dans le film, ça peut nous aider à être plus dans la scène, parce qu'il y a une qualité de voix qui est meilleure. Mais est-ce que c'est quelque chose qui arrive en France? Est-ce que tu le sais? En France, on post-synchronise beaucoup aussi. Beaucoup aussi? Ouais. Ok. Parce que parfois sur les tournages, il y a des problèmes de son, parce que il faut refaire une phrase qui a été moins bien captée. Ça arrive aussi beaucoup, ouais. D'accord, ok.
Dans Ghostland, juste pour venir là-dessus, il y a deux versions un peu du même personnage que tu doubles, la version jeune et la version un peu plus âgée. Tu t'as doublé les deux ou t'as doublé juste non, Oui. j'ai doublé juste la jeune. Oui, c'est ça. Juste ouais, non. Je voulais savoir, est-ce que tu prépares ta voix d'une manière particulière ou pas avant d'enregistrer ou pas du tout? Est-ce que tu fais un échauffement vocal? Est-ce que tu as fait du chant à côté? Ou est-ce que tu fais quelque chose en fait pour entretenir ta voix ou tu y vas juste comme ça? J'ai fait beaucoup de chant parce que je fais aussi de la musique. Donc j'ai beaucoup pratiqué le chant. Après j'entretiens pas particulièrement ma voix et c'est pas bien, il faut le faire. Mais c'est pas bien. Non, là je reprends des cours de chant la semaine prochaine. Donc ta question elle tombe à pic parce que c'est hyper important d'entretenir son outil de travail quoi. Je m'échauffe pas particulièrement. Je sais que ça peut m'arriver quand je vais faire du film d'horreur par contre, et que je le sais parce que parfois on sait pas ce qu'on va doubler. Hein. Genre là, le film d'horreur que j'ai terminé avant-hier, je savais pas ce que j'allais doubler. Enfin, t'étais pas au courant que c'était un film d'horreur? Ça arrive tout le temps. Genre on t'appelle, on te dit salut, t'es dispo tel jour, long métrage. Même parfois on te dit rien. Hein. Oui, je suis dispo, et puis t'arrives et tu te découvres ce que tu vas faire. Tu sais pas, tu sais jamais. Ah oui, c'est... Sauf quand on te rappelle pour un truc que t'as déjà fait. Là, tu sais que c'est pour ça. Oui, c'est ça. Par exemple, pour Maléfique, on t'a rappelé et tu savais que tu allais redoubler Elle Fanning. D'ailleurs, Elle Fanning, donc tu l'as doublé 3 fois, 4 fois, c'est ça? Je suis une des 3 voix françaises de Elle Fanning. Plusieurs voix. Je sais plus combien on est 2 ou 3, mais ça arrive tout le temps aussi. Et je trouve que c'est un peu compliqué pour les fans, quoi. C'est-à-dire que si t'es adepte de la VF et qu'une actrice que t'aimes trop a 3 voix, c'est genre compliqué. C'est pas évident. D'ailleurs, rappelons que Maléfique 2 sort aujourd'hui même en salle. Et oui. Allez le voir. Allez le voir, il est très bien. Il est très bien. Ah oui, du coup, il est super. Tu l'as vu en entier? J'ai vu mes scènes. Oui, il y a de très bonnes scènes avec Elle Fanning. Ouais. On peut miser là-dessus. Mais elle est beaucoup plus présente que dans le 1. C'est pour ça que là, j'en ai vu beaucoup plus. Alors que le 1, j'avais quasiment rien vu parce qu'elle est pas au centre. Là, elle est beaucoup plus au centre. Et t'iras le revoir aussi? T'iras le voir au cinéma, sa sortie? Je pense que j'irai le voir. C'est un truc que je fais jamais. Je vais jamais voir ce que j'ai fait. Je l'ai fait pour là-haut. Je l'ai fait pour Once Upon a Time in Hollywood. Et je l'ai fait, et là je vais le faire je pense pour Maléfique parce que comme il y a eu plein de versions, enfin genre la cliente n'était pas tout à fait satisfaite de ce que j'avais fait au début du film, j'ai enregistré 3 ou 4 fois les mêmes scènes, donc je suis hyper curieuse de savoir quelle phrase ils ont choisi, quelle version ils ont choisi. Donc je pense que j'irai pour ça. Elsa, oui. Ça met combien de temps pour doubler en général un film que tu fais? Enfin, ça met longtemps ou par exemple, ça dépend le nombre de répliques que t'as, mais en moyenne, si t'as un gros rôle ou quoi, ça met combien de temps? Un long métrage? Ouais. Maléfique 2 par exemple. Ouais, Maléfique 2. Alors, sur Maléfique 2, j'avais 3 jours. 3 jours. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend du nombre de personnages qu'il y a. Ça dépend de s'il y a beaucoup de second rôles ou pas. Parce que les second rôles, s'il y en a plein, ça prend beaucoup de temps à faire parce qu'il faut faire venir plein de comédiens différents, etc. S'il y a beaucoup d'ambiance, par exemple, tous les gens qu'on entend derrière dans une scène et tout, ça dépend en fait. Mais là, pour Maléfique, ça m'a pris 3 jours. Et donc, tu prends du plaisir à doubler Elle Fanning, cette jeune star montante du cinéma américain? Tellement. Et indépendant aussi. Dès que je la retrouve, c'est un énorme plaisir parce que elle joue si bien que, en fait, la doubler, ça me fait progresser à chaque fois. Et à chaque fois, j'ai ce challenge de me dire, est-ce que je vais être à sa hauteur? Mais vraiment, hein. Genre, elle m'impressionne vraiment beaucoup. Sébastien. Et justement, parce que t'es comédienne aussi, qu'est-ce que le doublage, de toute façon, c'est de la comédie, mais qu'est-ce que le doublage peut t'apporter dans le jeu direct face caméra ou au jeu de scène? Ce que ça m'apporte, c'est à faire passer des trucs par la voix. Ça peut être con, c'est un peu con à dire comme ça, mais en fait, oui, le doublage, ça t'apprend à tout faire passer par la voix. Okay. Donc, ça t'apprend aussi à ce que quand tu joues, face cam ou au théâtre, que tu fasses tout passer par la voix et que tu ailles au bout des intentions, parce que souvent il y a un truc de comédien qu'on fait tous, enfin genre tous les comédiens font ça, c'est qu'on est hyper motivé au début d'une phrase et qu'on lâche un peu la fin. Ouais. Et genre en doublage, c'est genre the big erreur qu'on fait tous, et il faut vraiment aller jusqu'au bout des intentions et tout ça, et ça t'apprend ça. D'accord. Il y a une autre star internationale que tu aimerais doubler, ou à part Elle Fanning? Il y a une autre Ah, question à l'acheter. Prise au dépourvu. J'aimerais trop doubler Emma Watson parce que je l'aime trop. Mais j'ai pas du tout la même voix qu'elle. Ah oui, du coup, ça c'est important qu'ils prennent comment est-ce qu'ils choisissent les voix? Alors, ils écoutent avant, ils prennent, genre ils te font passer un casting et ils se disent ah ouais, non, elle a plus une voix qui collerait à sa tête. Ils font vraiment de visu comme ça, ou comment ça se passe? Encore une fois, ça va être la phrase de ce podcast. Ça dépend. Voilà. Ça dépend de plusieurs choses. Là, par exemple, je vais vous dire une anecdote assez marrante, mais je vais vous en dire aussi le moins possible parce que j'ai pas encore le droit d'en parler. J'ai été choisie sur le doublage d'un film qui va sortir à Noël, bref, pour doubler une actrice, et
Là, c'est la directrice artistique qui proposait des noms. Donc, je vais aller passer un casting. Et elle m'a choisi, la directrice de plateau, parce que je ressemble à l'actrice, physiquement. Ça n'a aucun sens. Et il se trouve que le client a dit oui. Donc ça, c'est marrant, parce que c'est vraiment parti d'une ressemblance physique. J'ai pas le droit encore de dire qui c'est, désolé. Juste quand tu dis le client, c'est le distributeur, le producteur du film? C'est le distributeur, souvent. Distributeur. Ouais, ça peut être... c'est distributeur. Et en fait... mais sinon, en général, il y a plusieurs écoles. Par exemple, chez Netflix, on sait qu'ils font ce qu'on appelle du match voice. Du match voice, c'est ils ne choisissent que par rapport à la tonalité de voix. C'est la ressemblance vocale qui prime pour eux. Après, par exemple, pour du dessin animé, je sais que Dorothée Pousseau dans Les Mondes de Ralph, elle double Vanellope. Et elle n'a absolument pas la même voix que la comédienne qui double Vanellope en VO. Mais c'est un choix. C'est un choix de Disney de dire nous on veut Dorothée Pousseau parce qu'elle va apporter tel truc. Donc encore une fois, il y a des gens qui sont adeptes du match voice et d'autres qui sont plutôt adeptes de ouais, mais en fait cette voix elle colle trop bien à ce physique et ça marche super bien. Ouais. J'ai dit ouais. Ouais. Non, j'avais une question. Le doublage, du coup, dans le milieu artistique des comédiens, c'est vu comment ça? Il y a un regard positif, un regard, je sais pas, mitigé. Négatif, tu as le droit de le dire Négatif. aussi. Ça Peut-être peut, que ça c'est va. mal vu et que c'est dommage. Encore une fois, Ça dépend. On va appeler ce podcast Ça ça dépend. On change le titre, on refait toute la com, c'est parti. Bah en fait, il y a une catégorie de personnes qui sont ultra admiratives de ce métier et qui veulent absolument en faire et qui sont genre waouh, c'est génial et tout. Et il y a une autre partie qui vont plus se dire bon, c'est pas du vrai jeu quoi. Vous jouez, enfin, il y a des gens qui vont dire que c'est un peu du karaoké quoi. C'est pas. Jaloux. Rageux. Que c'est pas. Les vrais comédiens font du théâtre, les vrais comédiens font du cinéma. Oui, donc ça, oui, effectivement, Voilà. ça. Donc il y a deux discours. Ça dépend vraiment. Mais il y a une époque où c'était, quand ça commençait le doublage, c'était que c'est un truc de faux comédiens quoi. Ah oui, très mal vu, d'accord. Moi j'ai une question du coup, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui sont vraiment anti-VF et qui trouvent ça nul et qui trouvent que ça dénature un film, etc. Est-ce que, enfin je sais pas, il y a des réponses que les doubleurs arrivent à... Enfin, les comédiens qui font du doublage arrivent à apporter à ces gens-là, quoi, qui sont dans une haine certaine tout de même. Allez vous faire foutre, par exemple. Ouais, alors, oui, bien sûr, évidemment, mais je sais pas. Non, moi je comprends. Je comprends qu'on n'aime pas la VF. Je le comprends parce qu'en fait, c'est normal de vouloir se. Je regarde pas. Oui, c'est ça. J'allais te poser la question. Je ne consomme pas de VF parce que j'ai l'impression d'être au taf. Enfin, genre, c'est bizarre. Je reconnais tout le monde et je fais mais c'est machin. Ah mais c'est ma mère. Au secours. C'est pour ça que j'ai jamais pu regarder Charmed par exemple parce que ma mère elle double dans Charmed et j'entendais ma mère quoi. Du coup j'étais non c'est pas possible. Et du coup bon sauf pour l'animation parce que pareil l'animation il y a tellement un truc différent. Je comprends. C'est comme plein de gens. Mais je comprends qu'on n'aime pas la VF parce que tu joues par-dessus quelqu'un, donc tu perds du truc original. Je comprends totalement. Après, il faut quand même bien se rappeler qu'on est des comédiens, genre c'est notre métier. Enfin, faut arrêter. Alors, juste, il y a un truc qui, moi, me chiffonne un petit peu. Oui, j'ai dit le mot chiffonne. C'est un très joli mot. Plus 4 points pour Lou. C'est quand les gens disent « Ah, j'aime pas le doublage parce que c'est de la merde, c'est mal doublé. » Là, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est pas vrai. C'est pas construit déjà. Il y a du travail, non mais il y a énormément de travail. Et ensuite, quand c'est plutôt de la série, souvent on doit aller très vite. Souvent on n'a pas le temps, on a le temps de voir une fois la scène et puis on y va. Donc c'est plus bâclé. Ceux qui disent ça, ils pensent peut-être aux Feux de l'amour. C'est vrai que les doublages des Feux de l'amour, c'est mais les Feux de l'amour en VO, c'est pas bien non plus. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. En VF, les Feux de l'amour et Amour, gloire et beauté, c'est pareil, c'est le même truc. Les comédiens, ils essayent de sauver les meubles. Oui, c'est pas évident. On va parler de ta chaîne YouTube aussi, oui. sur laquelle tu parles doublage aussi. Tu l'as lancée en février, t'as déjà 40 000 abonnés, presque 40 000 abonnés. Presque. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur le YouTube Game, dans le YouTube Game? L'argent? Bien sûr. Non, c'est faux. C'est faux, je monétise pas mes vidéos en plus. Donc... Ah ouais, tu les monétises pas? Non, si vous regardez mes vidéos, il y aura pas de pub au début, je les monétise pas. Ah ouais, d'accord, pour éviter la pub à ceux qui... Non, tout simplement parce que pour l'instant, je n'ai pas de structure administrative où faire rentrer l'argent de YouTube. Sinon, c'est pas légal en fait de pas avoir de structure. J'en ai pas encore. Et surtout parce que pour l'instant, je vois pas l'intérêt de faire voir des pubs aux gens quand les formats sont pas encore produits, etc. Enfin, voilà. Donc pour l'instant, je ne le fais pas. Et qu'est-ce qui t'a du coup poussé c'est pas l'argent. Donc en dehors de la non-argent, la non-monétisation.
C'est la liberté qui est proposée par YouTube. C'est le fait que YouTube, c'est un tremplin pour faire plein de trucs. C'est un tremplin pour, en fait, exercer ton métier. Enfin, faire ce que tu sais faire et le faire comme tu veux. Et c'est pour ça que je fais de la musique sur YouTube. Je parle du métier de comédien, de comédienne. Je fais un petit peu de fiction, ça commence tranquillement. C'est le but. Et voilà, c'est pour ça. Et c'est parce que c'est hyper pratique à partager aussi. Enfin, tout le monde peut le voir. Et on retrouve d'ailleurs du coup un format qui s'appelle Ici la voix, c'est ça, où tu reçois des comédiens qui font du doublage. Il y a un épisode avec toi où tout simplement tu réponds aux questions sur le doublage. Un épisode avec ta mère. Il y a un prochain épisode qui va arriver. Oui, le prochain c'est avec Dorothée Pousseau. Il a déjà tourné. Il est en montage. Oui, il était trop cool à tourner. Et celui encore d'après c'est avec Benjamin Bollen, qui a fait notamment, qui a doublé Tintin dans le Tintin de Spielberg, qui double Chat Noir dans Miraculous, voilà. D'accord, ah oui, donc il y a du lourd à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Lou. Comment t'es arrivé d'ailleurs sur YouTube? Parce que avant d'avoir ta chaîne, tu as travaillé avec déjà. Mademoiselle notamment, c'est ça? Oui. Ouais, j'ai bossé. Alors, je suis arrivée sur YouTube pour la première fois en 2015 avec Antoine Daniel dans le dernier What the Cut, le What the Cut 37, et j'avais un rôle dans le court-métrage au début. Et ensuite, par Marion Séclin, j'ai rencontré Fabrice Florent de Mademoiselle, et on s'est dit que, Fab m'a dit, mais il faut que tu fasses de la vidéo pour Mademoiselle. J'ai proposé un format musical qui a duré à peu près 3 épisodes, parce que juste après, je suis partie au Canada. Donc ça a été un truc de... Pas évident depuis Pas le Canada. évident, you know. Et quand je suis rentrée, il s'est trouvé que Marion a eu une idée, c'est de faire un format toutes les deux, qui parlerait de questions intimes, et de notre rapport aux choses de la vie, d'un point de vue de 2 générations différentes, c'est-à-dire de la mienne et de la sienne, parce qu'on a un petit écart d'âge qui est assez intéressant par rapport au vécu de chacune. Et c'est parti de là, et ensuite j'ai commencé du coup à être un peu sur YouTube, de plus en plus quoi. Et après on t'a vu dans la web série de Y penser Arel 3. Alors elle a une question je crois déjà pour... Quand est la saison 2? Ah putain, mais c'est une question que j'ai aussi. Y aura-t-il déjà? Je n'en sais rien. Je sais pas du tout. Je n'en sais rien. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, tente donc de résumer Arel 3. Est-ce que c'est simple à résumer déjà? Si, ça va, c'est des gens qui se réveillent dans une pièce, ils savent pas pourquoi ils sont là. C'est avec Audrey Pirot, avec Lucien Men. Et comment tu t'es retrouvée du coup sur ce projet-là? Eh ben, c'est justement pendant que j'étais au Canada, Bruce m'a envoyé un message sur Facebook pour me dire « Salut Lou, on se connaît pas vraiment, on s'est aperçu... Voilà, j'ai écrit une série et il y a un rôle, j'ai pensé à toi. Je l'ai écrit, j'avais toi en tête, donc autant que ce soit toi, rencontrons-nous. » Et alors, trop drôle comme anecdote, je lui ai dit « Ok, pas de souci. 3 jours plus tard, je mets sur Facebook que je vais être à New York pour les vacances, parce que Montréal-New York, c'est 8 heures de train, c'est vraiment à côté. Et je demandais des petits conseils. Et Bruce me répond « Mais non, tu vas à New York, j'y vais aussi. Viens, on fait notre rendez-vous pro là-bas. » On a fait notre rendez-vous pro chez Google à New York. YOLO. Le cadre est sympa. Non, c'était une coïncidence. C'était complètement fou. Enfin, c'était n'importe quoi, genre. Ouais, c'est sûr. Et du coup, vous avez... parce que tu le connaissais pas, c'est ça? On s'était vu une fois, un anniversaire, un truc... voilà, on s'était aperçu. D'accord, ok. Donc ça s'est fait comme ça. Donc t'as aucune nouvelle d'une saison 2 potentielle? J'en ai aucune. J'ai les boules, hein, mais j'en ai aucune. Elsa va mener l'enquête, alors. Je vais mener l'enquête, tout Elsa, à fait. Je vais harceler Bruce. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette expérience-là, sur cette web-série? C'est la première web-série que tu faisais ou t'en avais fait avant? Ouais, c'est la première web-série. Surtout, t'as un rôle très important, quasiment le premier rôle. Qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup? Ça m'a apporté une expérience de tournage déjà géniale. J'avais l'impression qu'on était une petite troupe de théâtre. On se retrouvait pendant une semaine, on s'est pas lâché. On était dans une pièce toute la journée, de 9h du mat à 18h. C'est ça le concept en fait, c'est que vous êtes enfermés dans une pièce. Ouais. Et vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. On sait pas pourquoi on est là, on sait pas. Enfin, on prenait le métro et paf, on se réveille, on est dans une pièce. Enfin, ça a aucun sens. Et c'était trop bien parce que, enfin, j'ai genre joué avec des partenaires vraiment, vraiment très très bons. Enfin, avec des comédiens qui tuent. Et il y avait une équipe géniale. Enfin, toute l'équipe, je connaissais déjà tout le monde. Par exemple, l'ingé son, c'était le même ingé son que sur What the Cut, que je connais depuis longtemps. Pareil pour le premier assistant, c'est un pote, c'est Thomas, et on se connaît depuis très longtemps. Enfin, on était en famille, quoi. Et donc, en plus d'être en famille, on jouait un truc qui nous tenait à cœur.
Et ça a très bien fonctionné d'ailleurs sur internet. Ça a bien fonctionné sur internet, ouais. J'ai vu qu'il y a plein d'articles qui étaient passés dessus sur Le Figaro, je crois notamment. Télérama aussi. C'est recommandé par Télérama. Eh ouais. Écoute, on va continuer à s'intéresser à tes goûts cinéma au moment du débat, notamment, et aussi du Fight Club qui auront lieu dans une semaine. Et d'ici là, on va se retrouver vendredi avec un blind test Disney un peu spécial, toujours en ta compagnie, Lou. Oh là, on vous donne rendez-vous vendredi. C'est compliqué, la phrase c'est ça, c'est la fin de journée. Merci beaucoup donc à toi Lou, à vous tous chroniqueurs, merci à Ciné7, à nos partenaires aussi et Univers Ciné. Merci à Florian Guillot de nous avoir guidés dans la conception de Clapement 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Suivez-nous aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le nom @clap5 pour être au courant de la sortie des podcasts et participer au concours que l'on vous propose chaque semaine. Je vous dis à vendredi et d'ici là, allez au cinéma et surtout plein de bisous sur vos têtes.